Et moi, je m'adresse ici à toutes les personnes qui nous regardent. Il faut absolument qu'elles arrêtent et qu'elles disent autour d'elles d'arrêter de regarder les chaînes de radio et de télévision mainstream qui ne font que relayer la parole de l'État et d'inviter tous les Français, c'est quand même moins grave que sous l'occupation, on risque quand même pas encore d'être envoyés dans des camps de travail, mais d'inviter tous les gens à aller se renseigner ailleurs. Alors je sais bien que... Vous appelez au boycott, carrément. Oui, parce que ça suffit. On ne peut pas avoir des chaînes de télévision qui, en permanence, pas seulement d'ailleurs, c'est pareil des médias papier, qui passent leur temps en fait à ressasser la propagande du gouvernement. En France, nous sommes en France. Hein. Là, c'est quand même un véritable problème. Donc, moi, j'ai jamais connu en France un tel État où ce que dit le gouvernement est à ce point relayé par des fact-checkers, etc. Est-ce que vous avez remarqué un truc ? AFP Factuel, par exemple. Les fact-checking d'AFP Factuel. C'est toujours dans le même sens. C'est toujours non, l'hydroxyne ne soigne pas, non, l'azithromycine n'a pas fait ci, non, il n'est pas interdit de, etc. Mais vous n'avez jamais de trucs du style non, le remdesivir ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai que l'Union européenne a dépensé près d'1 milliard d'euros pour acheter un produit qui ne fonctionnait pas. Oui, c'est vrai que beaucoup des intervenants qui vont sur les télé-mainstream parmi les médecins, puisqu'on parle de ce sujet, sont par ailleurs financés largement par Gilead. Ça, vous n'avez jamais ça dans l'AFP Factuel. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que la gravité quand même de la crise actuelle nécessite qu'il y ait une forme de conseil de guerre et que le pouvoir soit resserré et l'information contrôlée ? Non, je suis désolé. En 1940 et pendant la Seconde Guerre mondiale, au Royaume-Uni, la Chambre des communes se réunissait. Voilà. Là, nous sommes en train de basculer dans un univers de dictature, puisque les députés ne servent plus à grand-chose. On a vu en fait, et je rebondis sur votre question du début, on a vu en fait disjoncter les uns après les autres les contre-pouvoirs de la société française. Les députés, maintenant, ne servent plus à rien. C'est tellement vrai qu'on en est au 45e député En Marche qui s'en va de son groupe tellement il se rend compte qu'il ne sert à rien. Il n'y a pas comment vous expliquez vraiment cette désertion ? Écoutez, ils ne servent à rien, mais il n'y a pas que ça. Ils ne partent pas parce qu'ils ne servent à rien. Je ne sais pas, parce que ils sont, en fait, les gens manquent de courage, si vous voulez. Vous vous rendez compte qu'en France, vous avez un président de la République, ça n'est pas dans ses attributions constitutionnelles, qui décide de la politique médicale, etc., avec un groupe resserré. Mais à quoi sert le Parlement ? Dans tous les autres pays du monde, il y a quand même un Parlement, le Bundestag en Allemagne, qui débat de ça. Alors, vous avez les députés qui ne servent plus à rien, qui ne servent plus, en gros, j'exagère, mais qu'à transcrire les directives de l'Union européenne. Vous avez en deux les syndicats qui ont disjoncté, puisque eux aussi, moi j'ai jamais entendu la CGT, la CFDT s'inquiéter de cette affaire de vaccination généralisée avec des vaccins dont on ne connaît rien. Vous avez les partis politiques qui sont les partis dits de connivence, comme je les appelle, qui sont là, qui effectivement font manifester les gens. Vous avez vu cette petite anecdote, elle est quand même assez croquignolette. Monsieur Mélenchon fait manifester des gens contre la loi sécurité globale, je sais plus comment ça s'appelle, et puis 2 jours après, il banquette avec monsieur Macron à l'Élysée, en piétinant d'ailleurs les règles de confinement de 6 personnes, jusqu'à minuit et demi. Mais si Macron n'avait pas été testé positif, les Français n'auraient jamais su que Mélenchon dînait en parfaite connivence avec M. Macron. Oui, mais c'est pas nouveau. Moi qui suis journaliste depuis 30 ans, j'ai toujours vu cette connivence, si vous voulez, de façade en tous les cas. Je ne pense pas. Cette opposition de façade et cette connivence de fait entre les hommes politiques. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est peut-être depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Ils ont la même formation. Vous-même qui êtes énarque, vous le savez très bien. Dans votre promotion, vous avez des amis. Je connais Macron, mais Macron ne m'a jamais invité. Parce que si vous voulez, la vraie opposition, elle est là. Je suis désolé, mais Pétain, en 1941, il n'invitait pas De Gaulle à dîner. Et De Gaulle, s'il avait été invité, aurait refusé. Voilà. Et sans aller jusqu'à 41, en 1964, je pense que De Gaulle n'a jamais invité à dîner comme ça, dans un dîner en ville, Mitterrand. Il le traitait d'arsouille. C'est-à-dire que il y a la politique. Moi, je pense qu'il faut que la politique que voient les Français soit la même que celle qu'il y a derrière les coulisses. Moi, je peux vous assurer que je ne suis jamais invité nulle part, ni à Matignon, ni à l'Élysée, mais je sais en revanche qu'ils suivent très exactement ce que je peux dire, puisque nous avons pris beaucoup d'ampleur sur Internet. Alors, comme disait ma grand-mère, la critique est facile, mais l'art est difficile. Alors vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Macron ? Déjà, à la place de Macron, la première chose que j'aurais faite, c'était déjà de consulter les Français, et de consulter les Français, aussi des experts, mais des experts en ayant bien veillé à ce qu'il n'y ait pas des conflits d'intérêts. Parce que le problème numéro 1, il est là. Il est que, en fait, on voit, c'est ce qu'a dénoncé... Mais dans ce comité scientifique, il y a qui est en conflit d'intérêts, d'après vous ? Je pense, là, une grande majorité. De Delfrécy et puis les gens qui vont à la... Mais vous avez des biscuits pour dire ça, quand même, à l'antenne ?
Bah écoutez, en tout cas, ce que je sais, c'est que le professeur Raoult faisait partie de ce comité qui en a claqué la porte quand il a vu ce qui s'y passait. Ce que je sais aussi, c'est que il y a des questions qu'il faut poser à Véran, par exemple. J'ai vu que Véran s'est permis, sur une chaîne de télévision, d'insinuer que j'avais des liens avec Dieudonné, avec l'antisémitisme, etc., ce qui est absolument faux. Et ceci au motif que la dame avec laquelle il parlait, moi j'ai jamais rencontré d'ailleurs cette dame, que la dame avec laquelle il parlait aurait tenu un blog où c'est des procédés d'amalgame. Moi, ce que j'aurais fait vis-à-vis de M. Véran, c'était lui poser des questions très précises. Qui a décidé d'acheter du remdesivir et pourquoi ? Oui. Non mais attendez, il y a 1 milliard d'euros qui est passé là-dedans au niveau de l'Union européenne. Deuxième question, pourquoi est-ce que l'hydroxychloroquine a été interdite dès le mois de janvier alors que ça faisait des décennies que c'était autorisé ? Troisième question, il a interdit l'hydroxychloroquine après l'étude Lancet qui était un faux. Elle est toujours officiellement interdite. Pourquoi ? Quatrième question, il y a des quantités d'autres médicaments qui sont actuellement en cours d'élaboration, d'études. Il n'y a pas que l'hydroxychloroquine ni le remdesivir, vous avez ni l'azithromycine, vous avez l'ivermectine, vous avez d'autres médicaments, vous avez aussi des médicaments, des compléments alimentaires qui permettent d'améliorer la défense immunitaire, vitamine C, vitamine D, le zinc, etc. Il n'en est jamais question. Donc ce que j'aurais fait, c'est, si j'avais été à la place de Macron, première chose, c'était ça. Et puis deuxièmement, je ferais aussi autre chose, c'est que j'arrêterais d'ameuter la population. On a quand même une maladie qui est effectivement individuellement qui est grave, mais le taux de... Donc c'est quand même pas la grippette d'origine, quoi. Non, ce n'est pas la grippette d'origine. J'ai jamais parlé personnellement de grippette. Mais il y a un taux de létalité qui est quand même assez faible. Et puis surtout, fondamentalement, je permettrais un débat. Et le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'on a l'impression que les débats, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit, si vous faites preuve d'esprit critique, moi quand j'étais petit, on me disait qu'il fallait faire preuve d'esprit critique. La philosophie qu'on apprenait au lycée, c'était justement de raisonner Descartes, c'est faire passer tout ce qu'on nous dit au filtre de sa raison personnelle. Maintenant, si vous remettez en cause la doxa dominante, on vous traite bien sûr de complotiste. Mais il y a quand même des vrais débats. Pourquoi est-ce que, par exemple, on a des milliards maintenant pour acheter des vaccins, alors qu'on n'a pas de milliards pour renforcer des hôpitaux ? Oui, ça vous le dénoncez dans une vidéo. Vous pensez que notre corps, aujourd'hui, est véritablement devenu, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler une usine à vaccins, une usine à tests ? Je ne suis pas personnellement contre les vaccins. D'ailleurs, l'écrasante majorité des gens qui s'inquiètent ne sont pas contre les vaccins. J'ai vu que vous avez reçu le professeur Montagnier qui a dit lui-même qu'il avait été vacciné. Moi, j'ai été vacciné, je ne suis pas contre tous les vaccins. Je dis simplement que là, on est face à quelque chose qui est quand même assez étrange. Et moi, quand je vois que le professeur Montagnier, qui est quand même prix Nobel de médecine, quand je vois que le professeur Raoult est quand même quelqu'un qui est très connu, quand je vois il y a une série de professeurs de médecine et une série de médecins qui tirent la sonnette d'alarme, et quand je vois qu'ils sont traités de charlatans par des gens qui n'ont fait aucune étude de médecine, je me dis qu'il y a quand même un petit bug. Parce que dans le comité scientifique, il y a quand même des professeurs. Oui, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça, j'ai bien compris qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais normalement, dans une démocratie, il devrait d'abord y avoir un débat. Or, le débat, actuellement, il est, si j'ose dire, hystérisé. Il y a une espèce d'hystérie, c'est-à-dire que si vous posez des questions, vous êtes complotiste. On est à la limite de la psychiatrisation des opposants qui a connu ses beaux jours sous Staline et jusqu'aux années 70 en Union soviétique. Le général Grigorenko, par exemple, c'était des gens qui étaient, parce qu'ils ne pensaient pas comme les autres, parce qu'en russe, on disait pas dissidents, c'était des alternis, je crois, des gens qui pensent autrement, on considérait finalement ils étaient un peu zinzins. Moi, je suis inquiet de l'évolution de la situation. Maintenant. Alors, on vous dit à la fois besogneux, mais extrêmement travailleur, en tout cas dans les cabinets ministériels dans lesquels vous étiez. On vous dit extrêmement brillant, on a pu le voir, mais un peu vaniteux. Vous vous situez comment, vous ? Quel qualificatif serait le vôtre aujourd'hui ? Vaniteux. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent que j'ai un ego démesuré. Mais si j'avais un ego démesuré, excusez-moi, je me serais pas mis à 50 ans à créer un parti politique à partir de zéro, à passer mon temps à aller à travers la France et à parler devant 5, 6, 7, 8, 10 personnes. Donc évidemment, quiconque brigue la présidence de la République peut être considéré comme quelqu'un qui a la grosse tête. Mais enfin, il se trouve que il me semble, objectivement, que j'ai une expérience professionnelle qui vaut bien celle de beaucoup d'autres candidats. J'ajouterai aussi quelque chose. C'est qu'il faut que les Français... Maintenant, vous savez, on peut, grâce à Internet, aller vérifier ce que les gens ont dit avant. Moi, je vais sortir une vidéo
où je vais montrer sur plus d'une quinzaine de sujets ce que j'ai dit au cours des années antérieures, ce que disaient mes contradicteurs et ce qui s'est passé. C'est ça qu'il faut que les gens y voient. C'est-à-dire qu'une pensée, elle est juste, non pas parce qu'elle bénéficie d'une couverture médiatique extraordinaire, une pensée est juste si vous découvrez année après année qu'elle est confirmée par les événements. Je mets au défi Monsieur Macron, par exemple, qui disait « Pensez printemps, les amis », Monsieur Macron qui a été élu pour avoir une start-up nation, etc., il laisse la France en lambeaux. Voilà la réalité. Une sorte de vérification d'une information incomplète aujourd'hui délivrée à la télévision. Parce que vous l'avez répondu, vous l'avez annoncé au début, je suis inspecteur général des finances. Et ce qu'on apprend, sortant de l'ENA, quand on entre dans ce grand corps qui est l'inspection des finances, c'est de ne jamais prendre un événement pour acquis sans l'avoir vérifié soi-même. Eh bien, moi, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à aller vérifier ce que, depuis maintenant X années, disent les autres candidats et ce que je dis moi. Par exemple, il y a aussi quelque chose qu'il faudrait dire, je reviens sur l'opposition contrôlée. Moi, je lance ici un appel. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, pas il y a 3 ans, aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie vraiment Madame Le Pen de Monsieur Macron ? Je ne sais plus, puisque Madame Le Pen, comme d'ailleurs Monsieur Mélenchon, reste dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN. Et vous êtes pour le Frexit, oui. Sont pour la vaccination. Même sur l'immigration, par exemple, qui est le point de Madame Le Pen, le programme, c'est 10 000 immigrés de plus par an. Enfin, d'ailleurs, Madame Le Pen est devenue extrêmement discrète sur tous ces sujets. Et voilà ce que je note, c'est qu'il faut que les gens... Ça nécessite un investissement intellectuel, qu'ils aillent vérifier par eux-mêmes ce que les gens ont dit et écrit, ce que les responsables demandent. C'est peut-être trop fastidieux pour qu'on puisse le faire, en tous les cas, publiquement. À ce moment-là, il faut plus à ce moment-là que les Français se plaignent d'avoir élu quelqu'un et puis en disant 6 mois après, caramba, si j'avais su. Bah. Une autre question qu'on se pose, c'est d'où viennent les financements, en fait. On sait que Mme Le Pen risque d'avoir un gros problème pour financer sa campagne, qui nécessite en tout cas entre 15 et 20 millions d'euros. Vous confirmez ce chiffre? Non. Pour pouvoir se présenter au premier tour, c'est pas le chiffre que vous avez avancé tout à l'heure. Mais pour se lancer dans une campagne présidentielle à grande envergure, il faut quand même une enveloppe financière colossale. Vous êtes bien d'accord? Alors qui finance? Pour l'instant, c'était les banques, mais elles le feront plus. Enfin, moi, je parle de ce que je connais moi. Ouais. C'est-à-dire que nous avons dépensé 1 800 000 euros. Ouais. Donc il faut que les Français comprennent bien que, effectivement, les candidats qu'on leur présente en permanence devant la télévision, ceux qui, comme par miracle, ont des sondages mirobolants, sont ceux qui dépensent le plus d'argent. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous avons dépensé 1 800 000 euros, ce qui est déjà une somme insignificative, mais nous avons été financés exclusivement par nos adhérents et nos donateurs. Et je peux le dire d'autant plus qu'il suffit à tout un chacun d'aller vérifier les comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne. Donc écoutez, là il y a un deuxième élément qui rentre en ligne de compte. Tout à l'heure je vous posais la question, vous me disiez c'est lié directement à l'exposition médiatique. Et là vous me dites maintenant c'est lié directement finalement au financement qu'on a à la base. Oui, alors c'est quoi la vérité derrière tout ça? Non mais écoutez, on sait que ce qui influe sur une campagne, sur les résultats d'une campagne, je ne suis pas comment dirais-je, inconscient de la situation. C'est pour ça qu'elle est grave. Ce qui influe sur les résultats électoraux, c'est le passage médiatique, à la fois vous et ce que disent de vous les journalistes. Parce que par exemple en 2017, moi j'ai eu droit à moins de 1% du temps de parole et 0%. Les journalistes entre les émissions ne parlaient jamais de moi. C'est quand même un grand débat, quand même. Oui, non, mais pas du tout. Moi, il y avait des débats avec les grands candidats dans un premier temps, les petits dans un deuxième temps. Oui. Et puis, à la fin des fins, on a eu effectivement 2 débats, mais c'était pas des débats. C'était une juxtaposition, c'était des silos, si vous voulez, une juxtaposition de questions des journalistes à chaque candidat. Bon, je reviens à mon propos. Ce qui influe sur une élection, sur les résultats d'une élection, c'est l'exposition médiatique, en 1, l'argent dépensé, en 2, et puis par ailleurs, les sondages divulgués, qui ont un effet de prophétie autoréalisatrice. Et tant que les Français n'auront pas massivement compris qu'ils sont manipulés par cela, ils vont revoter, malheureusement, pour des gens qui sont en train d'entraîner la France à la perte, puisque les gens qu'on leur présente dans les médias sont ceux qui servent les intérêts des propriétaires des médias, ce ne sont pas ceux qui servent les intérêts du peuple français. Alors, est-ce que vous allez vous faire vacciner, sachant qu'il va bientôt y avoir ce qu'on appelle le passeport sanitaire? Donc, si vous ne faites pas vacciner, eh bien, vous ne pourrez pas voyager. Vous, en tant qu'homme politique, c'est rédhibitoire. Vous perdez quasiment tout votre crédit, votre réseau, vos fréquentations, vos possibilités d'aller à l'étranger.
c'est fini, quoi. Alors, d'abord, ça n'est pas encore acté. Deuxièmement, on attend les résultats de l'autorité européenne de mise sur le marché des trucs. Ce qui prouve d'ailleurs, au passage, à quel point la France n'est plus dirigée par elle-même. Parce que je sais qu'il y avait des gens qui disaient il y a quelques années « Oh, il est monomaniaque, il veut sortir de l'Union européenne, il est nostalgique ». Non, non, non. Je suis pas du tout nostalgique. Moi, ce que je veux, c'est que les Français reprennent le pouvoir chez eux. J'estime que ça n'est pas à l'autorité européenne, machin chose, de décider, d'ailleurs au passage... Et que les eurocrates arrêtent de s'en mettre plein les poches, c'est ça? C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez vu ce scandale sur l'affaire du vaccin Pfizer. C'est-à-dire que le vaccin Pfizer a été acheté par... C'est la secrétaire d'État au budget belge qui a fait un impair. Elle a divulgué publiquement le fait que la Belgique a acheté le vaccin Pfizer BioNTech 12 € la dose. Et on sait que l'Union européenne, la Commission, l'a acheté 15,50 €, 3,50 € de plus la dose. Alors même que l'on sait que l'Union européenne en a commandé 60 fois plus. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Ça veut dire, j'ai fait des calculs, on peut estimer que si l'Union européenne avait obtenu le même prix que la Belgique, ce qui était la moindre des choses, puisque la Belgique en a acheté que quelques millions, alors que comment dirais-je, 5 millions, alors que Et où va l'argent, alors, justement, le différentiel? Normalement, ils auraient dû avoir au moins le même prix que la Belgique. Il y a eu 1,05 milliard d'euros de payés en trop. Et normalement, ils auraient même dû obtenir un meilleur prix, puisqu'ils en achetaient 60 fois plus. Donc, voilà, personne ne s'en occupe, c'est quoi ça? Quel est le problème? Alors pour répondre à votre question sur le passeport, personnellement, je ne veux pas me faire vacciner. Si l'on me force à être vacciné, je ferai tout mon possible pour essayer d'obtenir des vaccins, les vaccins russes ou chinois, qui sont faits selon des méthodes traditionnelles. Je ne dis pas que je me ferai jamais vacciner par un vaccin à ARN messager. Mais ce que je dis, c'est qu'actuellement, on n'a pas le recul nécessaire. Et ce que je dis, c'est du pur bon sens. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui tirent la sonnette d'alarme. C'est du pur bon sens. J'entendais tout à l'heure que l'Agence européenne pour le médicament va sans doute délivrer l'autorisation, mais une autorisation qui ne sera valable qu'1 an et qui peut être retirée à tout moment. Ça veut dire quand même qu'ils ne savent pas eux-mêmes dans quel truc on va. Alors, moi, je trouve qu'il est honnêtement déraisonnable de faire en sorte de faire vacciner des dizaines, voire des centaines de millions de personnes sans qu'on ait le recul nécessaire. C'est pas à eux d'être des cobayes. Et puis, il y a quand même, vous le savez très bien, il y a quand même eu des scandales médicaux, à la fois sur des médicaments ou sur des vaccins, qui sont considérables. Ce que je trouvais absolument extraordinaire, on en parlait tout à l'heure, c'est que la focalisation de l'opinion publique seulement sur cette question de vaccination, alors qu'il n'y a... Ça touche en fait le public des plus de 65-70 ans, l'essentiel. Pour le reste, la grande majorité de la population n'est pas vulnérable ne risque pas la mort avec ce virus, et qu'il n'y ait pas de focalisation sur la médication, les médicaments. C'est comme si on avait voulu regarder le virus du VIH, le virus du sida. Ça fait 40 ans qu'on cherche un vaccin qu'on n'a pas trouvé. Mais les malades sont soignés par des multithérapies. Alors on arrive à la fin de cette émission. Peut-être 2 questions très très rapides. Je vous demande des réponses très rapides. La première, c'est qu'on en a marre des énarques en France. Je suis désolé parce que vous en êtes un. Vous prenez le pouls aussi de la population parce que vous allez sur le terrain. On dit que c'est trop technocrate, c'est une forme de pensée qui ne colle pas véritablement au milieu politique. On veut des hommes de terrain, on veut des hommes qui sont partis de la base, qui sont montés, qui ont prouvé ce qu'ils faisaient. Alors vous l'avez prouvé par les études, mais peut-être pas par le succès dans le monde de l'entreprise. Alors un État, ça se construit comme une entreprise. Alors je comprends que beaucoup de Français en est assez... Mais ce qui met derrière le mot énarque, c'est pas forcément les énarques. C'est plus généralement le monde politique qui leur raconte des histoires. Voilà. Parce que je peux vous donner des quantités de gens comme M. Raffarin, M. Sarkozy, M. Valls, etc., qui n'étaient pas énarques. Bon. Donc, M. Castaner, tout ça, c'est des gens que les Français ne peuvent pas sentir et qui n'étaient pas énarques pour autant. Donc, ce que je dirais, c'est que je comprends la réaction, mais il faut bien voir que ce qui pose problème, c'est pas finalement l'énarque ou pas l'énarque, c'est des gens, et ça les Français, ils le voient avec leur intuition, est-ce que ce monsieur ou cette dame me dit la vérité? Est-ce qu'il parle avec ses tripes? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis en cause sa vie personnelle et notamment professionnelle? Moi, j'étais dans des conditions sortant de cabinet ministériel. Voilà, HEC, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vice-major de l'ENA, inspecteur général des finances. J'avais tous les moyens du monde d'aller pantoufler dans une grande banque et de gagner
des dizaines de millions d'euros par mois. Je dis bien des dizaines de millions d'euros par mois. Moi, j'ai fait le choix... Et aujourd'hui, vous gagnez combien, sans indiscrétion? Parce que c'est le défi de la vérité. 6 000 euros. 6 000 euros par mois? Et même moins d'ailleurs, parce qu'à défalquer avec les impôts, ça me fait 5 000 euros. Alors, et vous regrettez ces choix de carrière? Ce que je sais, en tout cas, c'est que si j'avais été dans une banque, je gagnerais quelque chose du style peut-être 40-50 millions par mois. Et vous regrettez ces choix de carrière? Non, je ne le regrette pas, parce que je pense que dans la vie, il faut faire ce pourquoi on est fait. Et ce pourquoi on est en harmonie avec soi-même. Vous êtes fait pourquoi, vous? Je ne supportais plus d'être dans des cabinets ministériels où j'ai vu de mes yeux, au niveau des présidents de la République, des gens qui baissaient les bras et qui disaient, de toute façon, l'Élysée peut plus rien. Et ben ça, parce que moi, j'ai vu un gouffre entre le monde. Il faut voir ce que pense M. Macron. En ce moment, Macron, etc., il est pieds et poings liés par l'Union européenne, par les directives venues de Francfort sur l'euro, par l'OTAN, par toute cette intrication de traités internationaux. Et donc, les Français, c'est ça, il y a une chose depuis que je suis petit, il y a quelque chose qui Dernier mot, parce que là, on doit depuis que je suis petit, il y a toujours quelque chose qui m'a révolté, c'est qu'on abuse de la crédulité des gens. Moi, je ne veux pas abuser de la crédulité des gens. Je veux défendre mes compatriotes et leur dire ce qu'est la vérité. Et ça, si vous voulez, il y a des énarques. Pas beaucoup, mais il y en a qui le font. Et puis il y a d'autres qui ne sont pas énarques et qui ne le font pas. Alors justement, à ce propos, c'est vrai qu'on vous reproche, et je dois aller quand même à contre-pied, c'est mon rôle de journaliste de vous poser la question, mais on vous reproche d'être un peu, vis-à-vis de vos adhérents, de les gouroutiser en quelque sorte, parce que vous avez une aura, vous avez du charisme. Est-ce que c'est pas facile finalement de faire ce que vous faites par rapport à votre population, votre propre population? Non. Non, mais d'abord, vous savez ce que c'est qu'un gourou? Ça a été défini par la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance contre et de lutte contre les dérives sectaires. Un gourou, c'est quelqu'un qui, premièrement, envoûte ses adhérents ou ses croyants, comme dans une secte, quoi qu'il puisse dire et faire, les gens sont d'accord avec lui. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai créé un parti. C'était inscrit dans les statuts que nous voulons la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Si demain, je disais, non, finalement, je veux une autre Europe, on reste dans l'Union européenne, je peux vous assurer que 98% des adhérents rendraient leur carte. Ce qui prouve que je ne suis pas un gourou. Ils ne sont pas là pour vous, mais pour vos idées. Ils sont pour les idées. La deuxième caractéristique d'un gourou, c'est qu'il est intéressé par l'argent. Vous avez vu. Ouais. Et la troisième caractéristique, c'est que justement, les gens perdent leur libre arbitre. Alors que depuis 14 ans, gratuitement, que l'on adhère ou pas à l'UPR, tout est sur Internet. D'ailleurs, on ne peut pas... Oui, vous savez que les partis politiques ne peuvent pas financer les vidéos, c'est interdit, on ne peut pas mettre de publicité. Donc gratuitement depuis 14 ans, je donne aux Français les moyens de comprendre ce qui se passe. J'aiguise leur esprit critique. Alors que justement une secte, c'est quelque chose qui rabote l'esprit critique. Donc s'il y a bien un gourou qui exige que les Français le suivent, quoi qu'ils puissent dire et faire, et qui affaiblit l'esprit critique des gens, c'est pas moi, c'est Macron. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous nous avez menti ou pas dans cette émission, le défi de la vérité? Non. Mais vous savez, je suis quelqu'un, je dis pas que ça m'arrive jamais, mais je suis quelqu'un qui ment très très peu. Vous savez d'ailleurs, je crois que c'est un dicton qui est de temps en temps attribué à une maxime à Abraham Lincoln ou à Jean 23 ou je ne sais pas qui dit « il ne faut jamais mentir ou alors il faut avoir une excellente mémoire ». Merci beaucoup François Asselineau d'être venu sur ce plateau de François. Merci bon courage beaucoup. à vous et à bientôt.